Michel Onfray, Michel Onfray a fait, il a fait son job. C'est-à-dire qu'il a apporté un œil de recul et de distance sur des faits. Alors lui, il a surtout souligné l'impact d'une politique étrangère qui est contre nos intérêts. Il avait raison. Il a dit qu'on menait une politique islamophobe. Est-ce qu'il n'entre pas dans le jeu des gens qui pointent du doigt notre politique étrangère comme seul responsable? Alors, oui, oui, légèrement, mais ça relève de sa liberté d'expression. Oui, c'est Ça, pas pour autant qu'il doit être menacé de mort, on est d'accord. voilà, ça relève de sa liberté d'expression. Ensuite, je pense qu'il ne, il comprend pas une chose. Mais ça, c'est pas son métier. Quand on lit les œuvres des néocons du Quai d'Orsay, parce qu'il y en a malheureusement, c'est une espèce qui n'existait pas il y a 20 ans, mais qui existe aujourd'hui, particulièrement le prof à Sciences Po, là, l'ancien ami de Richard Descoings, Monsieur Filiu, et toute sa petite bande d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils écrivent sur les Arabes et l'islam? Grosso modo, que l'islam et les Arabes attendent leur libération et attendent la lumière, grosso modo. Donc, il est normal de les aider, d'un autre, ah là là, bon. Or, ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que la première colonisation a enfermé les Arabes et a enfermé l'islam euh, dans, dans une espèce de ping-pong insupportable qui est le même que d'ailleurs qu'ont vécu les Allemands vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, nous leur proposons l'abstraction de la modernité occidentale. Eux retournent vers l'authenticité. Mais l'authenticité, c'est déjà quelque chose de construit. Pourquoi l'Allemagne crée la notion d'authenticité au XIXe siècle? Pour contrer la Révolution française. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous forçons les Arabes, pas les musulmans asiatiques parce qu'ils sont dans un autre monde, mais particulièrement les musulmans arabes sunnites, à être dans un ping-pong où la culture arabe stricte n'est jamais interrogée. C'est-à-dire, on les force à avoir les catégories de l'Occident. Authenticité ou modernisme. Modernisme, authenticité. Modernisme, authenticité. Ils doivent définir leur propre voie. Et pour ça, il faut leur foutre la paix. Il faut être très clair avec eux. Ça, c'est nos intérêts, ça, c'est machin, etc. Si vous revenez sous telle ou telle chose, on sera obligé d'entrer en conflit. Ensuite, démerdez-vous. Il faut... Ce qui était d'ailleurs ce que le général de Gaulle pensait des Arabes. Hein. Qu'ils soient ce qu'ils veulent chez eux. Et il faut arrêter avec les droits de l'homme, la démocratie, etc. Il y a rien de pire. Si j'ai bien compris, c'est le wilsonisme, ça. Alors, dans le cadre américain, c'est le wilsonisme, qui a donné le néoconservatisme d'ailleurs. Que les néoconservateurs, c'est ça. Et nous avons maintenant des néoconservateurs français. Espèce qui n'existait pas il y a 20 ans. Et eux, ils pensent qu'il faut aider à la libération des Arabes. Mais si les Arabes doivent se libérer de quelque chose, c'est à eux que ça appartient. Or, le terme islamophobe était peut-être mauvais de la part d'Onfray, mais il est anormal que tous ceux qui voulaient le tuer, combien de fois en avons-nous parlé, se soient saisis de cette affaire pour le flinguer, qu'il ait dû, d'ailleurs, moi à titre personnel, ça me fait en plus de la peine, parce que moi je l'attendais son bouquin en plus, qu'il ait dû retarder son bouquin, que maintenant il est fermé, c'est quoi ça? Donc maintenant, pas d'amalgame, hein, mais sauf pour lui. Parce que comme il a été dans une vidéo de Daesh, machin, tralala, vous voyez, là on peut se permettre l'amalgame. Ok. C'est lamentable. C'est franchement lamentable. Je vous le dis comme je le pense. J'ai une sainte horreur de ce type de méthode. Je pense que Michel Onfray a fait son job, c'est-à-dire qu'il a apporté un œil distancié, peut-être un œil dissonant, mais c'est son métier. En tout cas, il doit être soutenu dans cette affaire-là. Ensuite, je pense qu'il... Et ça, comme c'est pas son métier, je peux pas lui en vouloir. Je pense qu'il n'a pas tout à fait compris le but du droit de l'homisme. Le droit de l'homisme n'est pas islamophobe.
Surtout pas. Au contraire, le droit de l'homme veut apporter les droits de l'homme à l'islam. Tout comme ils apportent les droits de l'homme au christianisme, comme ils apportent les droits de l'homme partout. Ce sont des évangélisateurs. Donc ils sont surtout pas phobes quelque chose. Hein. Ah non, non, la cagophobe, c'est pas eux. Hein. Il n'y a pas de problème. Non, non, c'est pas le genre. Au contraire, c'est l'empire du bien. C'est l'empire du bien. Et toute personne qui s'opposerait à leur magnificence morale, et pour eux, c'est une injustice. On veut vous apporter les droits de l'homme, les LGBT, tout ça. Des gens bien. Il n'y a pas de gay pride chez vous. C'est quoi un pays moderne où il n'y a pas de gay pride? Quelle horreur. Rétrograde. Nauséabond, réactionnaire, fasciste. Tralala. Et voilà. Non, non, c'est... Là, je pense que c'est une mésinterprétation que fait Onfray, mais qui ne mérite absolument pas qu'on lui saute à la gueule de cette manière. Or, il a juste dit quelque chose de totalement vrai, qui est que la politique extérieure de la France, qui est faite en dépit de ses intérêts, faite en dépit de la stabilité de la région, au nom du maintien de l'emprise atlantique, sur cette zone, sur la zone moyen-orientale, qui est une somme d'erreurs et de bêtises et de non-remises en cause. Prenez l'exemple d'Obama. Obama voulait pas la peau d'Assad. Il y a été contraint et forcé. Lui comme Kerry, qui je le rappelle est un ami personnel de Bachar el-Assad. D'ailleurs, selon toute vraisemblance, quand les deux devaient se parler en français, qui est la langue qu'ils maîtrisent le mieux en commun tous les deux. C'était terrifiant. C'était terrifiant. Kerry, il a été plié là-dedans par le département d'État. Le gros problème, c'est que le moule néoconservateur des années 80 veut la peau d'Assad, qui, depuis les années 80, oriente la politique étrangère américaine, veut la peau d'Assad. Déjà en 2006, John Negroponte, le prince Mandar, avait monté quelque chose contre Assad. Voilà. Et nous suivons ça. En dehors des intérêts de... Mais aujourd'hui, par idéologie, soit guerrière, ce qui est le cas d'une partie des élites israéliennes, j'y mets une partie, parce que les vrais durs du renseignement israélien sont sur nos lignes à nous. Que ce soit les Américains par une logique folle, que ce soit la France par une logique folle, nous nageons en pleine idéocratie. Marcel Gauchet disait les droits de l'homme ne peuvent pas tenir lieu de politique. Il avait raison, parce que les droits de l'homme ne peuvent pas être une vraie politique. Par contre, s'ils tiennent lieu de succès d'années de politique, de fétiche à la place de la politique, alors ça devient un fétiche sanguinaire. Parce qu'au nom des droits de l'homme aujourd'hui, on ne sauve personne. On tue des gens. Tout ça, ça doit s'arrêter. Onfray l'a dit, c'est donc un homme courageux, et moi, ça ne fait pas changer d'un iota ce que je pense du personnage, bien au contraire. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils lui foutront la paix. Ou qu'il saura y résister, en tout cas, à notre modeste place, on ne peut que lui apporter un soutien. Alors il y avait un élément qui a justifié ce questionnement, ce sont les sorties médiatiques du député Émeric Choprade. On va faire une nouvelle droite avec etc. Alors, il faut savoir que le livre de Philippe de Villiers est un phénomène politique. Avant tout, c'est un témoignage. Un témoignage brillant, argumenté, et Villiers a l'envergure, je pense, d'un homme d'État. Un homme qui a été d'ailleurs, je crois, sous-secrétaire d'État, et il aurait une envergure ministérielle certaine. Ensuite, certaines personnes voudraient faire une altère droite nationale contre le front. Autant c'est compréhensible, parce que ils sont pas d'accord avec la ligne du front, parce qu'ils ne font pas confiance au front, tout ceci est tout à fait normal. Toutefois, sur quel programme? Parce que moi, ce que j'ai entendu de la part des gens qui veulent ça, je mets de côté les réunions
qui existerait. Et en réalité, cette rumeur a été lancée surtout pour nuire à un jeune homme qui est quelqu'un de très bien, qui est Geoffroy Lejeune, le chef du service politique de Valeurs Actuelles, qui a sorti un très bon bouquin qui s'appelle Une élection ordinaire, que je vous recommande. Nous, il nous a fait passer une très belle soirée au Cercle Aristote. C'est un très gentil garçon, adorable, gentil, brillant, sympa. Plein d'avenir. On a prêté, d'ailleurs avec cette une de l'Express absolument lamentable, avec Villiers, Zemmour et Buisson qui sortent des flammes, ils sont même arrivés, non, on appelle les démons de la droite. Et oh, Christophe, nous ton écharpe et prends une boisson froide. Arrête, à force d'utiliser ton journal pour extérioriser tes fantasmes, tu vas finir par faire des couvertures qui ne seront plus fantasmatiques mais masturbatoires. Alors, ne colle pas le papier, c'est tout ce que je te demande. Sinon, c'est quand même dégueu. Vous dites que ça a été fait pour nuire à Geoffroy Lejeune, mais au contraire, ça accrédite sa thèse. Non, mais c'est fait pour nuire à ces personnes-là. Parce que pour eux, la grande peur du système, c'est qu'une partie, c'est que les républicains, vous l'écrirez comme vous voulez, implosent, et que les gens aptes dans ces rangs, je pense à M. Mariani, je pense à certains députés comme le député Poisson, je pense, des gens anthropologiquement respectables. Voilà, je pense évidemment à mon ami Pierre Gentillet ou à mon camarade Charles Singul, je pense à quelques autres comme ça, arrivent à rééquilibrer le front par un autre pôle ou à faire une paix des braves avec le front. Leur grande peur, c'est ça. C'est-à-dire un retour du souverainisme dans l'échiquier droit et non plus de le cantonner dans l'opposition nationale. C'est-à-dire l'implosion de l'axe Herpès. Qui est, là encore, là pour une fois, je peux, après le mea culpa, je peux me lancer une fleur si vous ne me lancez pas de vase pour l'accompagner. Le grand gouvernement central, je vous avais prévenu, on est d'accord? Oui ou non? Combien de fois vous en ai-je parlé? Oui, puis là vous parlez de ce que Valls a dit sur les fusions, c'est ça? Entre autres, je vous avais prévenu que ça arriverait. Malheureusement, ça arrive. Et donc, il faut viser tous les hommes qui peuvent faire revenir du souverainisme, parce que la vraie question, c'est la question de souveraineté. Tout le reste en découle. Des délocalisations, même jusqu'au taux d'imposition que certains poujadistes trouvent trop élevé. Mais pourquoi on a un taux d'imposition trop élevé? Parce que pendant des années, on a été sous le règne du NERU. NERU, c'est quoi? Taux de chômage minimum pour éviter l'inflation. Donc c'est-à-dire qu'il ne fallait pas créer plus d'emplois que ça. Sinon ça fait de l'inflation, et l'inflation c'est le diable. Pour la France, c'est combien il est? 10%. Ouais. C'est l'Union Européenne qui nous a donné ça, hein, je vous rassure. Allez. Ah oui, Ah oui, vous inquiétez pas. À chaque MST que vous choperez, c'est la même catin qui vous la donnera. Mais, vous voyez le problème? Tout est une question de souveraineté. Quand on n'a pas la souveraineté, on n'est rien. Le fait que ça revienne dans les rangs, alors qu'ils pensaient s'être débarrassés au sein du centre de l'échiquier politique français quand ils ont tué Philippe Séguin. Ça y est. Vous savez, moi j'ai toujours là tous ces salopards qui... Vous prenez, je crois que c'est la Revue des Deux Mondes qui a fait un numéro d'hommage à Séguin, où tous ceux qui l'ont tué ont écrit. C'est du sous-film de mafieux spaghetti. C'est au-dessous de tout. Or, objectivement, cette droite-là, si c'est d'empêcher il y a ce projet-là, autour de Villiers, de Buisson, ils sont même arrivés par cette couverture atroce à rendre un visage inquiétant à Zemmour. Alors que Zemmour, c'est pas pour rien que les enfants l'adorent, c'est à quelqu'un qui a un visage lumineux et rassurant, c'est bien Éric Zemmour. Pas déconner. Mais non, monsieur Barbier folâtre dans ses pastels, tant mieux pour lui, hein, quand on aura revu les soutiens de l'État à la presse, il verra qu'il folâtrera beaucoup moins. Mais le grand souci, c'est quel autre projet? Et là, il y a une partie de gens qui ont un autre projet, c'est-à-dire de faire une sorte de national-libéralisme européiste. Prenez les déclarations, entre autres, d'Émeric Choprade. Émeric Choprade dit quoi? Je veux des libertés économiques. Oui. Et je veux que l'Europe marche mieux.
Là, c'est une phrase qui trahit tout. Une autre Europe, quoi, la fameuse Oui, autre oui, Europe. la fameuse autre Europe, au fond d'un trou, derrière le puits, par une nuit sans lune. Mais ok, ça c'est du madelenisme, ça. Ça pèse 3%. Alors il faut les avoir au deuxième tour, les 3%. Mais au premier tour, aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt, parce que Est-ce ces 3% peuvent vous en faire perdre beaucoup plus. Donc, est-ce que De Villiers, ou éventuellement, si on pousse plus loin, des gens comme Zemmour, seraient d'accord avec cette vision? à titre personnel, je pense qu'Éric Zemmour ne veut pas y aller. Ça, j'en suis persuadé. J'ai peut-être tort, mais je suis persuadé. Est-ce que Philippe de Villiers veut revenir? Ça, c'est une question qui lui appartient. Pour l'instant, il veut témoigner et il le fait bien. Après, est-ce qu'une coordination nationale peut se mettre en place? On aimerait. Moi, j'y crois pas. Pas encore. Le pays souffre pas encore assez pour qu'on tire toutes les conséquences d'un vœu d'union sacrée. L'union sacrée, c'est pas uniquement si tous les artistes du monde voulaient bien se tendre le pinceau, quoi. C'est pas uniquement ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Après, en termes de national-libéralisme, moi je ne crois pas au national-libéralisme. Je n'y crois pas. Ça nous ramène à notre tout premier entretien, je vous ai expliqué pourquoi j'y croyais pas. Et j'y crois toujours pas. Après, il faut faire comprendre que la libre entreprise et le libéralisme sont deux choses différentes. Et qu'on peut travailler sur le rôle de l'entreprise dans la société dans un œil non libéral, mais qui rendrait la vie des entrepreneurs plus simple. Mais je pense qu'on ne fera rien pour la France si on ne voit pas que le peuple français, c'est-à-dire la classe moyenne et populaire, raque depuis 40 ans la nullité des autres et le parasitisme conjoint du lumpenprolétariat, majoritairement immigré, et de la classe comprador, des winners de la mondialisation, qui sont les deux faces de deux types de parasites. Et si on pense qu'à cette partie de la population-là, qui voit déjà ses conditions sociales et ses conditions de vie sociales, symboliques et économiques être détruites, si on les fait raquer davantage, alors la situation de la France peut tourner à la guerre civile. Et le parti qui serait élu par ces classes-là, parce que c'est ces classes-là qui votent pour le camp national, quel qu'il soit, et qui les trahirait après, bah je lui donne 3 semaines au pouvoir. 3 semaines. 3 semaines, et ils ont intérêt à déverrouiller les verrous sur le 49.3 parce qu'ils vont pouvoir gouverner qu'à ça. Donc, je pense que cette droite-là, qui sera, à mon avis, en plus atlantiste et bien pire, européiste, moi ma peur elle est là. Parce que tant que vous ne touchez pas à la souveraineté, rien ne vaut rien. Je suis l'esprit qui toujours nie, comme il est dit chez Goethe. Rien ne vaut rien. Quand on n'est pas souverain, vous savez. Et dans un océan en guerre, il y a 2 types de vaisseaux, comme on apprend ça à l'école de guerre économique. Les sous-marins et les cibles. Dans le monde, il y a 2 types de gens, ceux qui ont la souveraineté et ceux qui l'ont pas. Hein, c'est comme dans Le Bon, la Brute et le Truand. Ceux qui ont un colt et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Voilà. Daesh, c'est quoi? C'est quoi Daesh? Daesh, à la base, c'est une milice anti-chiite. Et le but de la création de Daesh était, d'ailleurs, certains spécialistes qui orientent la politique étrangère américaine, je pense quelqu'un qui serait passionnant que vous interrogez là-dessus, c'est mon ami Clément Nguyen. C'est très très bien ce dossier-là. Par exemple, monsieur Bolton, John Bolton. Le but était de créer un Sunnistan. L'avantage de créer un Sunnistan, premièrement, c'est une application bête et méchante de ces fameuses théories ségrégatives dont je vous avais parlé
dans la pensée américaine, les latinos dans un coin, les machins l'autre, ils bâtissent leur espace urbain comme ça. Et donc ils se sont dit, voilà, on va les séparer, et on va faire une zone tampon pour nos alliés du Golfe et autres, qui sera une sorte à la fois de point de fixation, pour permettre nos interventions multiples, et deuxièmement, à la fois un point de fixation et et une zone tampon qui stoppera l'influence de l'Iran. Alors que l'Irak, si on avait évité, l'Irak était une erreur, hein, le problème n'est pas là. Hein. Une faute hors du commun. Abattre Saddam Hussein a été une faute hors du commun. Mais une fois qu'on a fait une connerie, il faut quand même essayer de la réparer. Et c'était réparable. Aux alentours de 2005-2006, une fois le cas Abu Moussa al-Zarqawi réglé, on aurait pu pacifier le terrain et laisser un processus politique réel. Mais pour ça, il fallait prendre en compte à la fois les chiites et les tikriti, les anciens et les anciens baasistes. Au lieu de ça, le gouverneur Brenner a bousillé l'armée irakienne, ce qui fait aujourd'hui les cadres de Daesh. Les cadres de Daesh et les anciens généraux de Saddam, hein, c'est simple. Hein. Donc ça a fait des tas d'hommes qui savaient se battre sans boulot. Et donc ils en ont retrouvé. Et d'une, et de deux, on a fait une gestion ethnique, confessionnelle, qui a été une catastrophe. C'est ça qui a enfanté Daesh. D'ailleurs, une partie de Daesh a été, sédimentée dans les camps américains de prisonniers. Bon. Ensuite... Donc il n'y avait pas une volonté directe de créer Daesh. Attendez. Et je pense que la volonté est venue après. Quand on s'est dit, bon, bah voilà comment on va se servir. On a trouvé quoi faire de ces gens-là. Et ça tombe bien, on a tout un bouillon de culture nationalisto, islamisto, revanchard, qui est prêt dans nos geôles. Surtout qu'il était évident que d'abattre Saddam Hussein donnerait à l'Iran une nouvelle zone d'influence, vu la composition de la population irakienne. Vu l'influence, en 2003, de deux grands ayatollahs, qui étaient, je crois, Sistani et Al-Hakim, dont l'un d'eux d'ailleurs est mort dans un attentat, vu donc l'influence de dignitaires chiites, etc., c'était normal. Il fallait être stupide. D'ailleurs, si vous voulez, c'est la fameuse histoire Chirac et les chiites et les sunnites. Quand il parle à George Bush, et qui est George Bush fils, qui lui dit « faites bien attention à ne pas réveiller un axe de division chiite-sunnite », et que George Bush raconte la scène en disant « qu'est-ce que vous avez tous à m'emmerder avec ça? Tout le monde est musulman en Irak. » Parce que pour lui, chiites et sunnites, c'était des ethnies. Ouais. Donc, et ça a tenu une mallette atomique, hein, mais que ça... Vous voyez, finalement, la vie est pas si moche que ça. On a pu vivre avec un débile jouant avec une arme nucléaire pendant 4 ans, pendant 8 ans, et qu'il avait fait 2 mandats, et on est toujours là. C'est pas si mal. Donc, mais au-delà de lui, qui finalement n'est pas grand-chose, l'état-major américain fait une terrible erreur. Et il a essayé, en augmentant les doses, de revenir sur cette erreur. Donc il s'est dit, bon, alors qu'en 2006, ça aurait pu se régler. Le problème, c'est il va y avoir un changement dans la dynamique américaine qui va être lié à plusieurs choses. Premièrement, au fait que le désengagement voulu par les élites américaines depuis au moins le rapport Chenet 2001 du pétrole saoudien a pris énormément de retard.
Deuxièmement, c'est qu'une partie du département d'État s'est beaucoup rapprochée au fil des années des frères musulmans. Et ça va aboutir à ce qu'Obama appelle le discours du Caire. C'est-à-dire, bon, les Arabes ont l'air de vouloir des barbus, eh ben on va leur en donner. Parce que l'Amérique a joué avec le feu, enfin elle a continué une stratégie de jouer avec le feu. Alors que entre 2001, à partir des attentats du 11 septembre, on avait plus cru que l'Amérique revenait à un soutien traditionnel au régime stable. Mais malheureusement, la dynamique Ordo-Abkao a repris ses droits, et vis-à-vis de l'islam radical, c'est une vieille dynamique. Hein. C'est l'Angleterre qui aide à la création des frères musulmans, et l'Amérique n'a fait que prendre le pas. Parce que l'avantage d'utiliser les barbus, c'est que les barbus ne vont jamais négocier avec vous des choses sérieuses. Les barbus sont des spécialistes les tenants de l'islam radical, quel qu'il soit, ont au moins un avantage, c'est que souvent c'est des gens qui ne tiennent compte que du sociétal et du contrôle social. Le grand problème des Nassériens ou des Baasistes, qui sont les deux grands poumons du nationalisme arabe, c'est que ce sont des gens qui ont des optiques développementalistes. Donc ils vont vous dire, voilà, nous on veut l'indépendance alimentaire, on veut ci, on veut ça, pour l'obtenir, on va faire ci, on va faire ça. Alors ensuite, nous, évidemment, on les a accusés d'être socialisants, dans le cadre de la guerre froide. Alors que je rappelle que les grands travaux que voulait Nasser, c'est d'abord à l'Occident qu'il a demandé de l'aide financière, pas à l'Union soviétique. Nous, on a refusé parce que qu'est-ce que tu t'occupes de ça, l'arabe oui, mais c'est chez moi. Oui, mais ce qui est chez toi est chez toi, mais ce qui est chez toi est négociable. Ça, tu l'as toujours pas compris. Et ça a jeté une partie de nationalistes arabes, pas nécessairement dans les bras de l'Union soviétique, pour une raison. Quand on connaît doctrinalement le nationalisme arabe, c'est un fait de chrétiens élevés en terre d'islam, et assumant les deux. Généralement, d'ailleurs, les intellectuels du nationalisme arabe connaissent très bien la doctrine islamique. C'était le cas de Michel Aflaq, par exemple. Pour une raison. Et c'est qu'il voulait prendre l'entièreté à la fois religieuse, donc l'islam, et culturelle, l'arabité, des peuples arabes. Or, c'est très difficile de faire entrer le moule marxiste dans la pensée arabe. Tout simplement. C'est juste pour ça. Et pour contrer ces gens-là, parce qu'ils étaient dans des optiques de résistance à une part de l'impérialisme économique occidental et question des matières premières, etc., eh bien on leur a fait savoir que pour nous, c'était des ennemis, on est allé chercher les barbus dans les poubelles de l'histoire. Ça s'est soldé à la toute fin, parce que c'est là où la France commence, elle, à entrer dans le jeu. Nous, on ne s'en est pas mêlé. Au contraire, d'ailleurs, il y a des échanges entre les Nassériens et les Baasistes, d'ailleurs, et la France gaullienne. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que dans l'entourage de Saddam Hussein, ou dans l'entourage, pas de Sadat, parce que Sadat, lui, il a joué les frères musulmans. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué, d'ailleurs. Sadat, c'est pas le chic type qu'on a cru. C'est qu'il se voyait bien pharaon. Et donc il a utilisé les barbus, et comme il a fait un coup de canif dans le contrat, ils l'ont flingué. Jouer avec de la nitroglycérine à la fin. Donc voilà. Mais il y a eu, c'est pas pour rien qu'un dirigeant comme Saddam Hussein avait autour de lui des gens comme Gilles Meunier, ou des gens comme Charles Saint-Pro. Charles Saint-Pro, un gaulliste de tendance très orthodoxe, très dur. Donc vous voyez le problème. Nous, on s'est pas mêlé de ça, bien au contraire, parce que à cette époque-là, la France était sur sa diplomatie historique, c'est-à-dire qu'elle voulait la stabilité. Et surtout, n'oubliez pas que dans la doctrine gaullienne, si des peuples sont des nations et arrivent à créer des États et à entrer dans le développement, ça aide à la stabilité du monde. Il y a une manifestation qui est une idée chrétienne des nations éducatrices, chez De Gaulle. Giscard, lui... alors Giscard, c'est différent, parce que Giscard a été élevé dans un milieu
où il a une assez grande détestation, enfin, où il a une inaffection pour l'État d'Israël, ce qui prouve il y a failli avoir rupture des relations diplomatiques entre la France giscardienne et Israël. Pourquoi ? Parce que les diplomates gaullistes du Quai, qui, c'est vrai, ont été une école très arabe, parfois trop, hein, c'était la fameuse politique arabe, étaient en désaccord avec la gestion, dans les années 70, des affaires moyen-orientales par l'État d'Israël à partir de 67. D'ailleurs, ça a été une suite d'incompréhensions malheureuses. Ça se voit, par exemple, dans le très bel ouvrage de Michael Barzvi sur la France et Israël, qui a une suite d'incompréhensions à ce moment-là. Giscard, lui, fondamentalement, Giscard est un pion allemand. Donc, la politique étrangère, ça n'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que la France est un strapontin de la Bundesbank. Comme il le dira lui-même d'ailleurs. Et à partir de Mitterrand, alors Mitterrand est plié rapidement, diplomatiquement par les Américains, entre autres par M. de Grossouvre qui manageait les services pour lui, et il est piégé assez rapidement, Mitterrand. Il est piégé économiquement en 83, etc. Donc, que va-t-il faire ? Ça, c'est assez bien expliqué par un journaliste qui, par ailleurs, a une œuvre assez inégale, particulièrement quand il parle sur l'Afrique, où on voit que là, il y a eu un manque de travail, qui est Jean-Louis Zambert. Le grand problème qui se pose, parce que pourquoi je dis ça, pas par méchanceté pour lui, parce qu'il parle de génocide français au Rwanda, bon, on dit Pierre Péan, ça lui dit rien, Patrick Mbeko, ça lui dit rien, tous les dissidents rwandais, ça lui dit rien, les généraux français, ça lui dit rien, il n'y a rien qui lui dit rien, mais sur ce dossier-là, il est très bon. Il avait fait un bouquin qui s'appelle Crime et Châtiment, il vient de sortir un gros complément, qui est le tome 1 d'un truc qui s'appelle 56, ce sont les hauts fonctionnaires français qui ont géré nos rapports avec l'islam radical. Or, le grand souci, c'est que Mitterrand, pour entrer dans les bonnes grâces de l'Amérique, parce qu'on était dans le marché commun, parce qu'on était dans l'Union européenne, parce que c'était déjà plié, et parce que Mitterrand n'avait pas la force de nous en sortir. Ouais. Il faut savoir que les services français ont été parmi ceux qui ont été avec les Américains à la manœuvre pour piéger les Soviétiques en Afghanistan. Nous savons de sources sûres que c'est le patron, un des patrons du renseignement français de l'époque, dans une rencontre avec Reagan, qui lui donne plusieurs pistes pour piéger les soldats soviétiques. Ces pistes sont, premièrement, de faire en sorte, c'est ce qu'on appellera en global l'opération Mosquito, opération moustique, d'envoyer des Corans les plus radicaux possibles en tadjik, traduit en tadjik, au contact des troupes russes, parce que dans les troupes russes, il y avait entre autres des tadjiks. Les Russes vont très bien réagir et vont retirer les tadjiks des premières lignes. Par contre, les autres parts du plan vont marcher. Premièrement, de noyer les Soviétiques, de faire ce que le Vietnam avait été pour l'Amérique, de noyer les Soviétiques dans la drogue. Et de deux, eh bien, d'utiliser les barbus. Après tout, et ça a permis au Golfe de vider ses prisons. Ça, c'est la base de ce qu'on a là. Hein. Évidemment, la logique des frères musulmans date, parce qu'ils en sont tous. Hein. Dans les années 80, l'Arabie Saoudite utilise l'armature des frères. Elle n'a pas d'armature externe. Les Faisal Finance n'existent pas, tout ça, ça n'existe pas encore. Nous en avons déjà parlé. Et le grand problème, c'est que il faut bien comprendre que ça a été la première génération, ceux qu'on appelait les Afghans. Alors l'Arabie Saoudite les a envoyés là-bas pour y mourir, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils y envoient Ben Laden. Donc de peau, ils vont y survivre. Et ensuite, ces mercenaires vont être envoyés un peu partout. En Bosnie. C'est pour ça qu'à chaque génération, on les appelle, par exemple là, on a la génération des Syriens. Bon. Donc, comme Al-Qaïda, ça marche plus. Les guignols font dire au brave Abou Moussad al-Zarqawi, nous on est le Minitel du terrorisme, c'est le Web 2.0. C'est un peu vrai. Donc, ce sont les mêmes puissances qui l'ont armé et créé.
la Turquie et le Golfe. Et là, on va être assez clair. L'État islamique lui a permis de donner à ses mercenaires une armée. C'est une armée. Elle a plusieurs milliers de véhicules blindés, donc ce n'est pas une organisation terroriste. Et c'est à la fois une armée mercenaire, mais avant tout, c'est une milice anti-chiite. Et c'est l'outil de ce grand Sunnistan qui est en projet depuis au moins 2006. Qui est un projet... c'est ce qui est sorti du fameux projet dit de Grand Moyen-Orient, si vous vous en rappelez. Ce qui était une catastrophe. Donc voilà, l'État islamique, c'est ça. Enfin, autant qu'on puisse en savoir, parce que les informations que nous avons sont parcellaires. Donc il est tout à fait possible de nuancer, d'édulcorer, voire de contredire en partie cette analyse, mais je pense qu'elle est en large partie vraie. Et nous avons, que ce soit avec Ennahdha, avec les frères musulmans d'un point de vue général, depuis les années Mitterrand particulièrement, nous avons fait une politique d'apaisement et d'aide que nous n'aurions jamais dû faire. Jamais. Et pour ça, il y a des gens qui devront être jugés pour ça, etc. Il y a eu des hommes qui ont tenté de s'y opposer du bout des lèvres, parce que quand tout est fait que vous êtes ministre, seul contre tous, vous ne gagnez pas. Ça a entre autres été la dynamique de Pasqua. Et attendez, comme disait Pasqua, meilleur moyen de combattre un tueur, c'est de le tuer. Et ça, mais bon, en face de lui, il avait quoi? Il avait Balladur, quoi. Nous en avons déjà parlé de cette phase-là, donc on va être très court. Et en réalité, Juppé ne fait que suivre, et en radicalisant, parce que ils ont été là les avocats du Golfe dans leur horreur par rapport au cas syrien. On crée la monnaie par une banque centrale à taux zéro ou la crée directement par l'État. C'est la même chose. On a d'ailleurs créé la banque centrale pour que la bourgeoisie ne ne s'offusque pas d'un retour au mode pour la France de ce privilège exorbitant aux yeux de la bourgeoisie qui est de battre monnaie, parce qu'il est évidemment que la classe possédante aimerait posséder avec l'État le pouvoir de battre monnaie. Ça a toujours été l'un de ses buts, quel que soit le pays d'ailleurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, toute personne qui me dit il y a trop de monnaie en circulation, c'est évident, vu le peu de monnaie qui est utile à l'économie réelle. Bon, mais c'est pas les banques centrales qui ont injecté la monnaie. À la base, ce sont les banques privées qui ont donné ce pouvoir qu'elles ont d'abord partagé avec l'État, qu'aujourd'hui elles exercent quasiment leur nom propre, et c'est à la faveur de la crise qu'on a réinjecté, qu'on a utilisé les banques centrales. Mais parce que les banques centrales, pour beaucoup d'entre elles, et c'est l'exemple de la BCE, copient, et encore la BCE n'est même pas une vraie banque centrale, elle appartient à un non-pays. La plupart des banques centrales copient la Fed, copient le schéma de la Fed. C'est-à-dire que la Fed a comme actionnaire les Fed régionales qui elles-mêmes ont comme actionnaire des banques, des boards de banques. Je suis désolé. La monnaie est un strict pouvoir étatique. C'est-à-dire qu'il y aura une enveloppe de création monétaire par an. Mais c'est vrai que ce genre de révolution copernicienne ne peut avoir lieu qu'après la grande crise. Ne vous inquiétez pas, elle arrive. Mais sur ça, je le maintiens. Je ne fais partager ce privilège étatique entre mille avec les banques privées a déjà été fait. Nous vivons dans cette situation. Et les banques privées ont créé de l'argent à tort et à travers pour des buts de spéculation.
Aujourd'hui, on en est à des rapports officiels commandés par les bourses elles-mêmes, indiquant que 99% des opérations de bourse sont inutiles. Pourquoi? Parce que plus des 8 dixièmes des ordres boursiers sont annulés dans la nanoseconde. C'est ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. C'est-à-dire, je gagne un tout petit peu, mais plusieurs dizaines de milliers de fois dans la journée parfois. Donc c'est hors de question de maintenir un système comme celui-là. C'est hors de question, ça détruira l'ensemble de nos ordres économiques et sociaux. Pour plusieurs faits. Premièrement, il est anormal qu'une Game Boy, c'est comme ça qu'on appelle ça dans les salles de marché, une Game Boy, réglée elle-même, c'est-à-dire des robots, fassent du fric sur rien pour enrichir réellement des gens au détriment de gens qui effectuent un travail effectif. Vous ne pourrez faire vivre aucune société là-dessus à long terme. Pas possible. Premièrement. Deuxièmement, un jour, le trading à haute fréquence aura lui-même sa crise, comme le shadow banking d'ailleurs. Or, la modernité libérale et financière hybride tout. Or, pour gouverner, il faut des structures déterminées et nommées. Aujourd'hui, par exemple, prenez le shadow banking. Le shadow banking, c'est à la fois de la banque, de l'assurance et des marchés. Plus de l'argent criminel, et tout ça en une espèce de gloubi-boulga qui peut nous sauter à la gueule à tout moment. Non, 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 non. Vous voulez, à un moment, il faut mettre un peu de rectitude là-dedans, et vous inquiétez pas, ça reviendra un moment ou un autre. Car la crise terminale, elle aura lieu. Regardez déjà, là vous vivez, vous vivez le contre-coup économique du fait d'avoir dû sauver les banques. Moralité, ce qu'on appelait la théorie des réacteurs, ou des poumons, ou des moteurs de l'économie mondiale, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis et l'Europe, pour tirer le monde. Ouais, l'Europe étire le monde. Bientôt, elle en sera attirée sur les propres pauvres bougres qui sont enfermés à l'intérieur. Les États-Unis, avec 100 millions d'Américains en dehors du marché de l'emploi. La Chine, arrêtez, vous faites du mal. Franchement. De toute façon, ces réflexions-là arriveront à maturité. C'est pour les retarder leur manifestation qu'on a fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a mis les banques centrales comme gardes prétoriennes, c'est-à-dire on a fait des banques centrales au monde, quelle que soit leur tradition, et je l'ai écrit dans mon livre, hein. Il y a des gens dont on n'imagine pas combien ils ont résisté à l'indépendance des banques centrales. Je pense à la banque centrale australienne dont on n'attendait pas une telle résistance. Aujourd'hui, on fait de toutes les banques l'équivalent de ce que le Trésor britannique disait de la City, c'est-à-dire le Trésor disait de la Banque centrale britannique qu'elle était la garde prétorienne de la City. Aujourd'hui, la plupart de nos banques centrales sont la garde prétorienne des grandes banques. Faut arrêter de déconner. De toute façon, ne vous inquiétez pas. La seule chose que vous pouvez faire dans ce système-là pour vous sauver des bulles, c'est faire des bulles plus lourdes. Donc à la fin, ça ira de détonation en détonation, c'est la chute finale. Bon, allez-y. De toute façon, il faudra à un moment rejoindre une logique politique et c'est l'État qui le fera. Ou alors, ça se fera pas. Bon, bah, très bien. Là, vous serez en face de l'effondrement de l'Occident tel que certains le fantasment. C'est tout. De liquider encore le peu de barrières douanières qui nous reste. Et c'est là où... Et pourquoi ce sujet-là est intéressant? Émettons une hypothèse. Cette fameuse théorie des poumons ou des réacteurs. L'Europe, et la Commission européenne sait très bien dans quel état elle a foutu ce continent, l'Europe est foutue. Les États-Unis vont pas bien. Donc, alors que les documents de la Commission européenne, et particulièrement ceux qui ont été faits avec l'œil de l'expertocratie des syndicats de métallurgie et d'industrie lourde allemands particulièrement, mais du continent, disent très bien, voilà, ça va coûter tant de dizaines de milliers d'emplois, on va fermer là, tout est foutu. Bon, très bien. Ils vont le faire quand même. Pourquoi? Et s'ils ne le font pas cette année, ils le reculeront à l'année prochaine. Pourquoi? Parce que je pense que si on est dans cette logique-là
des réacteurs ou des poumons, et qu'ils y pensent fondamentalement, ils se disent si la Chine nous prend encore des emplois, elle va peut-être renouer avec la croissance lourde, et arriver à tirer l'économie mondiale, et nous on fera du service. Cette fameuse théorie raciste qui disent les Chinois font des chaussettes et nous on fait de la haute technologie. Qui est la dernière théorie raciste à laquelle vous avez droit. Alors pour ceux qui sont amateurs du genre, profitez-en. Voilà. La Chine n'a même pas besoin de pousser pour ça. Et d'ailleurs, il ne faut jamais leur foutre sur le dos. Parce que moi, des gens qui me disent la Chine, c'est une menace, etc., pas du tout. Ils n'ont pas volé les entreprises, que je sache. On leur a donné. On leur a donné. On leur a vendu, ou on leur a donné dans certains cas. Ils ne sont pas venus avec une armée les prendre, c'est pas vrai. Vos gouvernants vous ont trahi. C'est autre chose. Ensuite, la Chine a fait une offensive commerciale. Mais ça, c'est de bonne guerre. Je vous signale que, question libre-échange, c'est l'Occident qui a mis la Chine dans le libre-échange en faisant le sac du palais d'été et en brisant les résistances de la Chine. C'est de bonne guerre. Parce que les traités... Le sac du palais d'été, encore, les Chinois seraient prêts à passer dessus. Mais les traités inégaux... Ça... Il y a encore un mea maxima culpa à faire. Deux hypothèses. Soit Erdogan a vraiment le complexe du sultan. Si c'est le cas, il se sent plus. Ça c'est possible. Je n'ergoterai pas sur cette explication-là qui est très présente dans les médias des pays en développement parce que j'évite de psychanalyser un chef d'État. Je pense que Erdogan a eu le feu vert d'une partie des pays de l'OTAN qui se sont retournés tout de suite après. Parce que d'abord abattre un avion, puis abattre un hélicoptère de sauvetage venu chercher les pilotes. On a dit que c'était des tirs rebelles, mais c'était des tirs turcs. Ce sont des tirs turcs. Et puis pardonnez-moi, si on parle des rebelles turkmènes de la zone, entre eux et les services spéciaux turcs, il y a une différence de degré, mais pas de nature. Or, voilà. Je pense que cette situation a deux explications. Premièrement, en frappant la frontière, la Russie touche vis-à-vis de la Turquie au business, qui est le business du pétrole de Daesh, sur lequel la Turquie a une dîme. Et deuxièmement, je pense sincèrement que la Turquie, soutenue par les États du Golfe, soutenue certainement par des puissances régionales et certainement par une partie de l'état-major américain, puisque je pense qu'Obama tient vraiment à son accord avec Poutine, mais c'est un président dans sa dernière année de mandat, donc il va voir ses propres secrétaires d'État, sa propre administration le trahir. Et je pense que le département d'État qui a fait volte-face sur cette affaire pour à la fin soutenir la Russie a lâché les Turcs. C'est mon analyse, ça n'engage que moi, sinon Erdogan a agi seul, il va payer très lourdement ce fait. N'imagine pas. Je rappelle que les Russes sont parmi les premiers contingents de touristes pour la Turquie. Je rappelle que la Russie est pour la Turquie un de ses principaux débouchés en matière d'électroménager. Je souhaite bonne chance à Erdogan. Ensuite, il est là pour durer, il a écrasé ses ennemis, et puis surtout, en touchant, via la question kurde et l'opposition au vieil ennemi russe, en touchant au mythe de l'intégrité territoriale du territoire turc, les nationalistes turcs et les anciens kémalistes sont au garde à vous, par logique nationaliste, derrière lui. Maintenant, il est intouchable. Alors que les élections... Une élection qui a été gagnée parce qu'on a fait un attentat au bon moment, au bon endroit. Je n'accuse personne, hein. Je fais un constat. Il y a eu un attentat qui a gagné les votes, c'est tout. Ensuite, il y a une hypothèse à écarter, c'est que ce soit des sectes ou des parts de l'État profond turc en dehors de la vie, de la puissance, enfin de l'autorité d'Erdogan. Ça, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Malheureusement.
Ensuite, le risque d'escalade est très mesuré parce que Poutine est un homme raisonnable. Par contre, que la Turquie s'attende à de lourdes représailles, il y a aussi un élément à prendre. Maintenant, Turkish Stream est à mon avis définitivement le projet Turkish Stream est à mon avis définitivement touché au cœur. Il en faudra beaucoup pour qu'il se relève. Donc voilà. Après, Erdogan a en partie le complexe du sultan, mais nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a 3 ans, il était maître du monde. Aujourd'hui, son isolement doit à tout prix être pour les puissances stabilisatrices un but stratégique maintenant. Son comportement ne nous en laisse pas le choix. Encore faut-il qu'il y ait autre que la Russie, d'autres puissances stabilisatrices que la Russie. Ça, c'est un autre débat. Premièrement, beaucoup de gens ont rigolé, ils ont quand même pris une soixantaine de bombes sur la gueule. On en a eu. Ensuite, l'attaque aérienne, si elle n'est pas globale, n'a aucune chance de succès. Et elle doit être nécessairement couplée à une attaque au sol. Donc, 2 points. Premièrement, pourquoi une attaque aérienne seule n'a aucune chance de succès? Xavier Hofer le remarquait avec intelligence et malice, qui sont 2 des traits du personnage qui est extrêmement utile pour naviguer dans les situations les plus embrumées. Quand l'État islamique perd de l'argent, une partie de ses combattants rejoignent le front al-Nusra parce qu'avant tout, c'est des mercenaires. Donc, que faire? Chose assez simple. Vu que du jour au lendemain, les hommes que nous bombardons peuvent être soit des gentils, soit des méchants dans l'œil de M. Fabius, eh bien, il va falloir pratiquer la technique de la compostière, c'est-à-dire d'unir tous ces gens-là dans la vie végétale et de dire ASL, enfin musulmans, État islamique, Front al-Nusra, c'est très simple, nous donnons quelques heures, parce qu'il y aurait les fameux djihadistes modérés. Donc n'oubliez pas, modérés, c'est... Les méchants, ils font comme ça. N'oubliez pas. Il y aurait quelques politiques, droits de l'homiste au sein de l'ASL, très bien. Bon. Eh bien, on donne à ces gens-là une demi-journée ou une journée pour se rendre aux autorités syriennes, en accord avec Bachar el-Assad, qu'ils ne seront pas tués. Ensuite, ils seront soit jugés pour leurs actes, soit participeront à un processus de réforme qui d'ailleurs ne s'est pas arrêté. Bachar al-Assad a continué à réformer son pays malgré le conflit, il faut le reconnaître. Et tout le reste doit être enterré sous les bombes. Avec une attaque au sol qui ne peut pas être le fait des Occidentaux, il faut que l'armée syrienne, le Hezbollah, et les passes d'Aran aient suffisamment d'équipement et tout l'équipement dont ils ont besoin pour venir à bout de ces gens-là. Moins il en restera à vivant, mieux ce sera. Point. Est-ce que vous avez un mot à dire sur le déploiement du Charles de Gaulle? Non, ça n'est... Est-ce qu'il est sous commandement américain? Très difficile à dire, de toute façon il est dans une coalition qui est une coalition américaine, donc si vous voulez, c'est nécessaire que le bâtiment commandeur soit américain. C'est très bien ça. C'est très bien. Il faut bien se rappeler la leçon de nos cousins souverainistes québécois. La guerre du drapeau et la guerre de la langue, ça doit être mené tous les jours. Pour ça d'ailleurs que j'en profite pour saluer nos amis les décrocheurs. Je sais que mon camarade Sylvain Baron a été jugé pour avoir touché à l'emblème qui n'a pas de statut légal. Je rappelle que ça, pour européen n'a pas de statut légal. Puis qu'il en avait dans le traité de Lisbonne, mais le traité de Lisbonne n'est pas entré en vigueur. Point.
Donc c'est un drapeau bleu, étoile jaune pisse. Point barre. Donc la guerre du drapeau est importante, ça ne fait que, en tout cas dans mon petit cœur, ça me fait une petite place pour la Pologne. Voilà. Non, ils ont tout à fait raison de le faire. L'eurocratie n'y a pas encore réagi pour une raison, c'est que là elle est empêtrée dans du charlisme. Mais elle y réagira brutalement. À mon avis, en faisant comprendre à la Pologne que comme la Pologne est encore l'un des premiers pays européens récepteurs de fonds structurels, qu'ils vont essayer... Enfin, ensuite, c'est aux Polonais de se tenir droit. Voilà, si c'est l'argent ou la soumission, Orban, lui, l'a choisi. Et donc les fameux pays de ce groupe, là aussi j'ai mon mea culpa à faire, c'est le groupe de Visegrad et pas celui de Volgograd, je crois. Le groupe de Visegrad, donc ces pays d'Europe de l'Est commencent à se rebeller, et j'espère que l'exemple d'Orban sera suivi. Mais je fais confiance aux Polonais là-dessus, et je fais surtout confiance à l'infinie bêtise et à l'infinie brutalité de l'institution communautaire. Alors, la Birmanie. Alors, que n'a-t-on pas entendu sur la Birmanie, et particulièrement sur Aung San Suu Kyi et la dame de Rangoon? La Birmanie va connaître, au tout début décembre, ses premières élections législatives, depuis 1990. Le scrutin précédent, il y a quelques... Je crois que c'était le scrutin de 2015, ça a vérifié, avait été boycotté par les opposants. La Birmanie, qui est post-junte depuis 2011, a un système constitutionnel un peu particulier, vu que là, étrangement, les Birmans vont voter pour trois assemblées, chambre haute, chambre basse et chambre régionale. Mais c'est le chef des armées qui reconnaît ou pas. Et je crois que près d'un quart des sièges aux trois échelons sont réservés aux soldats, donc aux militaires. Donc c'est post-junte, oui, mais pas trop. Aung San Suu Kyi, qui tient la première fédération dite démocrate et occidentale, je dis bien dite parce qu'on va y revenir, va faire un carton à ces élections, c'est certain. Au moment de cet entretien, elle l'aura déjà fait. Donc, à la sortie de cet entretien, ce sera fait. Ensuite, sera-t-elle reconnue, etc. Je ne sais pas. Elle se dit prête à prendre le pouvoir. Qui est Aung San Suu Kyi? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses très malhonnêtes sur cette pauvre femme. Tout le monde me dit que c'est une créature de l'Occident. C'est pas tout à fait vrai. Premièrement, son père était un officiel birman. Vous savez, c'est cette minorité musulmane bengalaise qui empoisonne un peu la vie des Birmans, qu'on appelle Rohingya. C'est lui qui leur a retiré la nationalité. Alors tout le monde se plaint, les Rohingyas, tout ça. Je peux vous assurer que moi, Aung San Suu Kyi, elle a eu une éducation britannique. Et d'ailleurs, c'est parce que son mari est britannique qu'elle ne peut pas constitutionnellement être chef de l'État. Parce qu'il y a encore un amendement constitutionnel qui l'en empêche. Je pense qu'à la fin, elle y arrivera. Ensuite, je crois que les Occidentaux vont déchanter sévèrement. Premièrement, ils savent déjà, chose qu'ils ignoraient quand ils l'ont soutenue, qu'elle est autoritaire. Une partie d'ailleurs des gens de son mouvement sont partis à cause de ça. Mais ils vont apprendre une chose, c'est qu'elle est nationaliste. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer plusieurs reprises l'un des hommes qui traduisait en français ses textes, et qui la connaît. Il m'a dit, c'est une nationaliste birmane comme son père, ultra. Même les militaires à côté, c'est des danseuses. Et certaines minorités en Birmanie vont la prendre dans la violence. D'ailleurs, elle a elle-même dit que la question Rohingya n'était pas alors que tout l'Occident l'attendait là-dessus. De toute façon, l'Occident, c'est simple. Que ton peuple crève de faim, c'est une chose, mais faut être quand même pro-minorité, pro-LGBT, sinon, gare à toi. Comme disait Daniel Cohn-Bendit, la démocratie, c'est les minorités sur les majorités, pas l'inverse. Tralala. Elle a même dit que la question Rohingya n'était pas prioritaire. Je pense que dans le contexte, en plus d'amélioration économique de la Birmanie, l'Occident va devoir se méfier parce que la Birmanie a été protégée par la Chine pendant longtemps, elle l'est encore en partie. Aung San Suu Kyi est une femme brillante. Elle a tenu le langage des droits de l'homme pendant des années à l'Occident, pendant qu'elle était en résidence surveillée, etc.
Elle a été extraordinaire parce qu'elle a dit aux Blancs ce qu'ils voulaient entendre, et aujourd'hui les Blancs commencent à hurler qu'elle n'était pas aussi droit-de-l'homiste que ce qu'ils ont cru, mais comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Voilà. Donc, d'un certain côté, pour l'instant, c'est dans cette région donc de l'Asie du Sud-Est, c'est plutôt une nouvelle de stabilité. Je pense que ce qui reste de la junte, même si là il faudrait plutôt aller voir vraiment là pour le coup des vrais spécialistes de la Birmanie comme Olivier Guillard ou des gens comme ça, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt. Constitutionnellement, les droits de l'armée ne seront pas... en plus, le chef des armées, en plus de reconnaître le résultat des élections, a quand même de droit le pouvoir de nommer, je crois, le ministre des Armées, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Questions frontalières, je crois. Donc ça va. Je pense qu'ils ne verront pas leurs droits constitutionnels bafoués, et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Par contre, que l'Occident s'en mêle pas trop. Encore une fois. Surtout que là, il est vraiment dans la zone d'influence chinoise. Il y a eu la grande rencontre. Je pensais pas qu'elle aurait lieu si tôt, mais là encore, on avait fait un truc là-dessus. Il y a eu des mouvements de protestation à Taïwan qui peuvent tout à fait se comprendre, parce que le précédent hongkongais fait peur. C'est-à-dire que Hong Kong devait avoir un statut de semi-autonomie sur lequel la Chine est en partie revenue, mais pas économiquement, mais politiquement. Bon, il y aura un modus vivendi. Mais là encore, les princes rouges ne doivent pas être tentés par l'hubris. Il faut qu'ils fassent très attention. Voilà. Mais c'est quelque chose à saluer parce que ça aide premièrement à l'unification de la mémoire chinoise, et deuxièmement, c'est un gage de stabilité dans la zone, une fois aussi que la Chine aura compris qu'elle doit utiliser des moyens de droit international classique pour régler ces questions de droit de la mer. Une fois ça fait, la zone sera très largement apaisée. Portugal, même chose, nous avions dit ce qui s'est passé en termes de semi-coup d'État, donc ils ont dû reconnaître la victoire de la gauche anti-austéritaire, de la gauche dont le programme est anti-austéritaire, et la seule chose, c'est évidemment, ils attaquent de la même manière qu'ils ont toujours attaqué, nous mettons votre pays sous surveillance, c'est un mauvais signe envoyé au marché, comme si on avait quelque chose à foutre. Je rappelle que M. Coelho, qui était l'ancien Premier ministre, a laissé un bilan catastrophique au Portugal. Et que le chômage des jeunes a été super bien réglé, les jeunes sont repartis en Ouganda. Et vraiment, l'Union européenne dans son horreur. Donc, après, je pense que la gauche, c'est comme Podemos, je renvoie aux écrits de Nicolas Klein là-dessus, ils iront pas jusqu'au bout. Mais bon, on ne peut que souhaiter du mieux au peuple portugais, mais le mieux pour le peuple portugais comme pour tous les autres, c'est prison break, quoi. Voilà. S'échapper de l'Union européenne. Alors l'Argentine. Beaucoup de gens commencent à être catastrophés par le fait que Macri ait battu le candidat qui devait suivre Cristina Kirchner. Et donc se dire, d'ailleurs l'un de ses premiers actes a été de s'éloigner des Bolivariens et du Venezuela, et donc tout le monde en est à oui, encore un agent américain. Alors il faut comprendre une chose. Premièrement, il faudra revenir en détail sur ce qu'est cette grande aventure, qui est un peu le gaullisme argentin, qui est le péronisme. Mais là, on n'en a pas le temps. On le fera un moment, à mon avis, parce que ça vaut vraiment le coup. Il faut savoir que le péronisme aujourd'hui est une sorte de base de la vie politique argentine. C'est-à-dire que vous êtes des péronistes de différentes tendances, en fait, qui s'affrontent. Or, il faut se rappeler une chose. On doit le relèvement, en 2003, de l'Argentine, au mari, enfin,
Kirchner, qui est décédé aujourd'hui, qui était le mari de Christina Kirchner. On le doit également à Gay et à Roberto Lavagna, que j'avais interrogé. Gay était à la Banque centrale, Roberto Lavagna, ministre du Travail, et il faut savoir que, par exemple, et ce sont de bons centres-droits latino-américains, hein. Si vous voulez, il faut sortir... Le bolivarisme a son importance en Amérique latine dans les terres qui sont les siennes. Là, on est en terre péroniste. Vous voyez ce que je veux dire? Or, ce sont de bons centres-droits, et avant de dire qu'il va trahir son pays, je rappellerai juste, parce que j'ai la chance d'avoir... je l'embrasse d'ailleurs... je l'embrasse d'ailleurs énormément... un des miens qui est franco-argentin, enfin deux des miens d'ailleurs, qui sont mais j'ai la chance d'avoir des amis qui me rendent plus intelligent, donc ils sont de vrais spécialistes de l'Amérique latine, sont vraiment un des grands plaisirs de ma vie de pouvoir travailler avec eux. Ils m'ont expliqué, m'ont dit prenez Sergio Massa, qui était le 3e candidat, péroniste, conseiller de Kirchner, de Christina Kirchner. Il a rejoint Macri, avec les hommes de Lavagna, donc que des hétérodoxes, pas des pro-FMI. Pourquoi? Parce que Kirchner, il faut le reconnaître, le bilan est moyen. Pas celui du mari, mais celui de Christina Kirchner, le bilan est moyen. Donc, avant de dire que, ça y est, l'Argentine va rentrer dans le rang américain, je rappelle déjà que pour rentrer dans le FMI, la base du programme de Macri, c'est de dévaluer le peso. C'est pas très bien vu d'entrer dans le programme du FMI en dévaluant. Hein. Donc, non, c'est... Dévaluer le peso, de toute façon, est une urgence aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le peso est une monnaie à cours fictif. Donc, l'économie argentine doit reprendre de l'air. Et voilà. Ensuite, il faudra réinventer le péronisme, mais ça, j'ai confiance dans les Argentins pour ça. Après, n'hurlons pas trop vite et de trop loin, parce que quand on aime des pays, il faut les aimer à distance. Il faut les aimer selon leur mécanisme à eux. Sinon, c'est de la psychanalyse. Et de ne pas vouloir faire à d'autres la révolution qu'on n'a pas les couilles de faire nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est avant d'hurler à la trahison, faut quand même... il faut voir, il faut laisser le temps, il faut laisser sa chance. Je dis pas que c'est la vérité vraie. Je dis, il faut laisser sa chance à la nouvelle élite, à la nouvelle administration argentine. Énormément de bien. Ensuite, ça, pour faire vite, lui, il a une optique philosophique sur l'histoire du libéralisme. Il s'oppose en cela aux différents historiens des idées, Lucien Jaume, Philippe Reynaud, dans le cadre français, mais particulièrement à un qui lui vaut d'ailleurs une haine personnelle, dont d'ailleurs, je peux le dire parce qu'il en a témoigné devant des amis à moi. Et pas dans un cadre privé, dans le cadre de son séminaire à l'université, qui est Serge Audier, qui est un très très grand spécialiste de l'histoire du libéralisme, néolibéralisme, Foucault et la question néolibérale. Le bouquin ne s'appelle pas tout à fait comme ça, mais il est sorti là récemment, aux éditions du Bordelot, je crois. Néolibéralisme qui était sorti chez Grasset. Bon, Serge Audier, c'est quand même le grand spécialiste en France du colloque Lippmann. Bon. C'est un très très grand historien des idées, Serge Audier. Bon, lui, il est de cette école idéologique bâtarde qu'on appelle les sociolibéraux. J'ai des doutes, mais en termes d'historien des idées, c'est un patron. Bon. Il déteste Michéa parce qu'il pense que Michéa ne prend pas en compte tous les sous-courants du libéralisme, parce que s'il y a un courant où... ce qui est normal, parce que c'est un courant bourgeois, donc comme qui connaît la mentalité bourgeoise, c'est qu'il préférait se tirer une balle dans chaque genou plutôt que d'être 5 à avoir compris le dernier Godard. Mais comme ils n'arrivent pas à coaguler des mouvements unitaires, ils se subdivisent très vite. Donc c'est vrai que le libéralisme, où qu'il soit, hein, pas uniquement le libéralisme français, qui lui a un problème parce que c'est un fait d'importation,
ils ont toujours su s'engueuler lourdement. Bon, fort bien. Moi, j'ai beaucoup de considération pour Michéa, parce que Michéa, lui, le vrai problème, il est entre la méthode de l'historien des idées, une méthode que je connais bien, qui est la méthode du rat de bibliothèque et de la subdivision méthodologique. C'est-à-dire, lui, il appartient à ça, plutôt comme ça. À la fin, ça termine à des... Alors, parfois, il y a des idiosyncrasies. Isaiah Berlin. Bon, Isaiah Berlin, il est tout seul à penser ce qu'il pense. Il n'a jamais fait d'école. Bon. Mais sinon, oui, tel homme était dans le... Tel homme est au confluent de l'ordolibéralisme allemand et du monétarisme américain, où est-ce qu'on le met, etc. Bon. Michel, lui, a une optique philosophique. Alors, la question philosophique, c'est qu'est-ce que? C'est la question de la circonscription. Qu'est-ce que le libéralisme? Donc, si vous voulez, j'en pense énormément de bien. Je pense que le personnage, politiquement parlant, restera là où il est, c'est-à-dire proche du Mauss, etc. Il ne peut pas comprendre comme lui, il aimerait refonder une anthropologie face à l'anthropologie libérale sur la common decency. Et ce faisant, il y aura un dialogue à avoir. Mais on ne peut pas l'avoir. Parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis. On peut l'avoir avec des exégètes brillants comme mon camarade Charles Robin. Bon, mais le problème, c'est de lier, si vous voulez, que chacun puisse répondre aux angles morts des autres. Nous voulons tous un retour de verticalité, de communion humaine, parce que l'eau glacée du calcul égoïste nous fait beaucoup de mal. La seule chose, c'est que l'être politique a des lois sur lesquelles nous ne pouvons pas légiférer. Et entre autres, la loi de survie. Or, dans la common decency, comment on assure la survie collective? Comment on assure la survie collective? Comment on assure la dépendance? Est-ce qu'un corps qui est... Je rappelle que Simone Veil, la grande philosophe, disait dans l'enracinement que l'une des conditions préalables de l'enracinement, c'est la souveraineté. Enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est le raisonnement. Et pour avoir une société plus humaine, plus juste, et donc une société enracinée, c'est-à-dire une société socialiste au sens réel, le socialisme n'est pas le contraire du libéralisme, c'est le contraire de l'individualisme. Il faut se poser des questions de défense, des questions de fraternité, au sens du moment fraternité, ouvrage absolument à lire de Régis Debray. Parce que pour que des hommes soient frères, ça veut dire que tous les hommes ne sont pas frères. Citoyen du monde, ça veut rien dire. Fraternité humaine, ça veut rien dire. Il faut le... Voilà, vous comprenez le problème. Mais pour ça, il faudrait aussi, avec les catholiques, avec tout ça, il faudrait un dialogue. Le problème, c'est que ces différentes branches ne se parlent pas. Donc voilà. Mais à titre de Michéa, oui, beaucoup de bien, oui, évidemment. J'espère d'ailleurs qu'il nous ravira d'un nouvel ouvrage prochainement. Pardon. Alors, Natacha Polony, j'avais vu un article d'un écrivain de droite extrêmement méchant sur un site qui l'est de plus en plus d'ailleurs, qui est le Boulevard Voltaire, qui disait la Jeanne Masse de la pensée de droite. C'est un écrivain de droite, quoi. Bon, c'est quelqu'un qui a la même utilité sociale qu'un châtelain sans enfant qui parle de l'invasion migratoire. Mais tout exemple existant ou ayant existé, et donc je me suis dit, parce que c'est vrai que j'ai jamais rien lu de Natacha Polony, donc j'ai lu celui-là. Nous sommes la France. Alors, objectivement, l'achetez pas, vous allez rien y apprendre. Mais c'est pas mauvais, c'est mignon. Non, mais c'est pas mauvais. Mais c'est très bien, parce qu'en réalité, quand on dit la Jeanne Masse de la pensée de droite, premièrement, elle n'est pas de droite, Polony. Elle se définit pas comme ça, c'est une prof de gauche républicaine, c'est une chevènementiste fondamentalement. Elle fait d'ailleurs tous les erreurs du genre. Elle dit oui, la nation ce n'est pas que Barrès et Maurras. Vous allez arrêter d'emmerder Barrès et Maurras. Parce que
Que Barrès ait fait des erreurs, que Maurras ait fait des erreurs, il n'y a de maurassisme que critique de toute façon, oui. Mais c'est oublier ce qu'on leur doit. Parce que combien d'hommes au XXe siècle ont été dans la lignée de ces deux hommes-là? Malraux, Aragon, Drieux, De Gaulle, c'est quand même beaucoup déjà. Donc voilà, faut quand même pas déconner. Quand elle dit oui, les jeunes de banlieue, il faut leur apprendre, faut leur apprendre à aimer par l'école, ça compense que ce soit eux les premières victimes du désastre économique, c'est pas vrai. Ça, c'est un manque de travail. Les premières victimes du désastre économique, elles sont derrière moi, au milieu de la France périphérique. Quand même pas déconner. Donc voilà, la seule chose, c'est que c'est. Alors en plus, elle s'en prend à deux hommes. Alors, elle a une détestation pour Laurent Berton. Bon. Moi, Laurent Berton, je l'ai reçu. J'ai lu La France Orange Mécanique. Je n'ai pas lu les deux autres. Utoya, parce que je l'ai, mais j'ai pas eu le temps. Et La France Big Brother, je ne l'ai pas lu. Mais La France Orange Mécanique, premièrement, Berton est un vrai écrivain. Il a la beauté du mal. Il écrit, c'est vrai. Parce qu'il écrit sur le mal comme personne. En tout cas comme personne que je connaisse de cet âge-là, en tout cas de l'âge qu'on lui prête, parce que on sait peu de choses de Laurent Berton finalement. Ensuite, ce qu'écrit Laurent Berton est horrible. Oui, le réel est horrible. Après, que Laurent Berton appartienne certainement à des logiques d'histoire des idées minoritaires parfois violentes, et je pense au darwinisme social particulièrement, oui, il les cite dans son livre. D'ailleurs, en arrière-plan d'histoire des idées, un jour, il faudra peut-être que quelqu'un fasse une lecture de La France Orange Mécanique. Parce qu'il y a des tas d'auteurs qu'on ne maîtrise pas nécessairement quand on a 27 ou 28 ans, comme on le prête à Oberton. Mais est-ce que en France, le problème, c'est Laurent Oberton? Pas nécessairement, non. Je pense que c'est injuste de la part de Polony, tout comme est injuste les commentaires qu'a fait sur Zemmour. Parce que, voilà, désolé. Les problèmes ne sont pas ceux. Polony n'est pas. N'a pas de droit moral de condamner quelqu'un comme Éric Zemmour, sachant que si elle n'existe aujourd'hui médiatiquement, c'est que parce qu'il y a Éric Zemmour. Parce qu'elle est le Canada Dry d'Éric Zemmour. Ensuite, c'est pas. Je pense que s'attaquer à elle ne sert à rien parce que il faut que le patriotisme parle à toutes les branches de la société. Donc il faut être en vis-à-vis de tout le monde. Or, il y a une partie de. Ça me touche particulièrement parce que le soir, quelques jours après les attentats, j'ai reçu Pierre Manant dans mon association de Cercle Aristote. Ça s'est pas super bien passé, je dois le dire, entre différentes parts du public, et on était au café, on parlait entre amis, d'un seul coup un homme qui est un bon gauchiste 68 art, c'est lui qui va se définir comme ça. Enfant de 68, tralala, il arrive, il nous regarde, il fait de toute façon, vous ça vous arrange les attentats. Et là, un de mes tout proches, Sébastien, qui est quelqu'un à qui je tiens beaucoup, et qui a failli perdre un de ses amis, même pas son de ses amis, son oncle dans l'attentat, l'attrape par le callback, et là je me dis, il y a une main qui va partir, et les sépare, et j'entame le dialogue avec le personnage. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et en réalité, j'ai fait comprendre à cet homme qu'on était d'accord à peu près sur tout, mis à part que lui, il avait l'âge d'être mon père. Donc lui, il en avait profité du 68arisme. Moi, je le payais. Et la plupart des arguments que j'ai pu lui donner, parce que là, on pouvait être d'accord, c'était des arguments de Polony. Zemmour, c'est déjà de l'alcool, c'est de l'argument fort au sens de l'alcool fort, trop fort pour lui. Mais c'était du Polony. Donc, il faut un vis-à-vis. Chaque part de l'opinion doit trouver chez nous de quoi, parce que les Français sont en train de verbaliser qui ils sont. Et ils ne doivent pas avoir peur d'eux-mêmes. Alors, et on ne peut pas tout de suite, après 40 ans de matraquage idéologique, on ne peut pas tout de suite être français comme Zemmour est français. Pas possible.
Pas dans certaines parts de l'opinion qui ont été façonnées à l'éducation nationale telle qu'elle est, aux médias tels qu'ils sont. La reconquête de soi, prenez les exemples des peuples qui se sont effondrés. La Chine après le sac du palais d'été. Ce sont des peuples qui ont ressassé qui ils étaient. Et ensuite, qui ont eu un individu prend conscience de qui il est avec l'âge. Une nation, c'est la même chose. Et parfois, dans une vie, on ne sait plus qui on est. C'est la même chose pour les nations. Et revenir à soi est un travail lent. Et nous devons tous y participer, et elle y participe aussi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attaquer à elle. La seule chose, c'est quand on est un patriote formé, elle oppose encore Renan et Barrès. Ceci n'a pas de sens. Raoul Girardet, le grand historien du nationalisme français, dont je vous recommande les livres d'ailleurs, Raoul Girardet disait déjà que ça n'avait pas de sens. Parce qu'il dit oui, mais une nation, c'est du projet. Oui, c'est du souvenir, donc c'est pas de la parenté. Mais c'est de la lignée. Avec qui avez-vous vos plus beaux souvenirs ? ou votre plus grand nombre de souvenirs ? Avec les gens avec qui vous avez été élevé ? Avec vos parents ? Avec vos frères et vos sœurs ? C'est normal. On est chez des trucs normaux de gens normaux. C'est des trucs normaux de gens normaux. Dans les situations normales de gens normaux. C'est normal. Donc c'est pour ça que ça se voit que c'est une prof de lettres. Parce que c'est tout l'éthique de l'éducation nationale. Après, voilà. Elle parle à une part de l'opinion qui ne peut pas nous écouter. Pas encore, en tout cas. Qui ne peut pas nous écouter par sa faute, et aussi par la nôtre. Donc le dialogue doit trouver des intermédiaires. Partout. Comme ça. Alors on va être aux antipodes. René Girard est un des derniers grands penseurs chrétiens. Donc, sa théorie du désir mimétique, c'est-à-dire que le désir se motive avant tout par le tiers. C'est-à-dire, je désire les choses parce que un tiers les désire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est la base grossièrement dite de sa théorie. Donc, il y a eu énormément d'applications girardiennes, jusque dans les domaines de la défense. Girard était... Il y a deux critiques qu'on peut adresser à Girard. La plupart des autres, c'est-à-dire celle d'avoir réduit, d'avoir une définition trop large du fait de désir, etc., il y a lui-même répondu. Alors, il y a eu un ouvrage d'un certain monsieur Pommier qui disait « René Girard, un allumé qui se prend pour un phare », qui est un ouvrage très malhonnête, d'un certain côté, parce qu'il attaque sur les points-virgules, le texte que vous prenez dans la Bible ne se traduit pas comme ça, etc. Bon. Ça, je laisserai ça, parce que là, on est vraiment dans le débat de point-virgule, j'aime moyennement ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que René Girard souffrait du vertige des hommes qui ont découvert une loi de l'histoire. Et encore une loi de l'histoire en monde monothéiste. Parce que la figure du sacrifice chez Girard, dans la plupart des cultes païens, il est très très difficile, païens ou même orientaux, il est très difficile à voir. Très difficile à assigner. Ensuite, René Girard est un des derniers de la pensée française. Un des derniers anthropologues globaux, comme l'a bien dit l'abbé Guillaume de Tanoirne. Et évidemment, il faut le lire, mais il ne faut pas le lire comme ses élèves sont en train de le lire, c'est-à-dire comme une sorte de vérité révélée. Et c'est terrible pour des gens qui ont découvert une loi de l'histoire. Parce qu'il y a plusieurs lois de l'histoire, il y a plusieurs faits qui conditionnent l'évolution humaine. Le rapport à la technologie, le rapport de l'homme à la mort, etc., etc. Ensuite, il ne faut pas que ces auteurs le statufient un peu comme les élèves de Boutan l'ont statufié, etc. Il faut très vite que Girard ait des exégèses non girardiens pour que sa pensée reste vivante. Parce que l'amour des disciples, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Mais parfois, quand c'est c'est impossible de dire que c'est mal fait. Tous ceux qui ont croisé les élèves de Boutan, et c'est la même chose un peu pour les élèves de Girard, ils arrêtaient de respirer en face du maître. Parce qu'il y a des hommes comme ça. On disait de Boutan, qui est un immense génie, un homme extraordinaire Boutan, que ses élèves l'auraient suivi en enfer comme au bordel. Le problème, c'est d'avoir des exégètes en dehors. Parce que généralement, l'amour des élèves, c'est normal. C'est Xénophon et Platon face à Socrate. Les dialogues de Socrate avec Platon sont tellement parfaits qu'on voit que Platon les a réécrits. Alors que Xénophon rend plus Socrate tel qu'il est avec ses imperfections. Donc le tout, c'est le rapport que nous avons à nos maîtres. Et tout ce qu'on peut souhaiter à une œuvre qu'il mérite, comme celle de Girard, c'est qu'elle puisse se transmettre, qu'elle puisse avoir pas des suiveurs, pas des disciples, mais des héritiers. D'un côté, ça nous fait la meilleure transition par rapport à l'œuvre de Glucksmann. Parce que lui, justement, il va avoir un disciple et un suiveur. Et Dieu, par sacrifice, nous donna son fils, André aussi, malheureusement. Il nous a donné Raphaël. Au secours. Mais André Glucksmann, j'avais fait un communiqué que j'ai d'ailleurs... Certains me l'ont reproché, mais qui n'était pas violent par rapport à lui. Je dis que c'est vraiment la pire des tristesses de la nouvelle philosophie, Glucksmann, parce que lui, il aurait dû avoir une œuvre. Bruckner, c'est un romancier. BHL, c'est rien, et ça n'a jamais rien été. Mais Glucksmann, c'est quand même l'homme d'un vrai livre de philosophie qui est les discours de la guerre. Son ouvrage, sur les maîtres du soupçon, je crois que ça s'appelle Les maîtres censeurs, mais j'en suis pas sûr. Là, vraiment, je fais ça de tête. J'aime moyennement parce que c'est vraiment l'antitotalitarisme délavé, comme La cuisinière et le mangeur d'hommes d'ailleurs. Mais par contre, les discours de la guerre, c'est quelque chose. Mais il a vu qu'en termes de positionnement de carrière, c'était mieux de n'être rien et d'avoir de l'influence, entre autres par le biais de la protection qu'accordait à toute cette petite bande Michel Foucault, plutôt que d'avoir une œuvre exigeante qui lui aurait fait perdre en influence. Et c'est ce qui explique qu'à chaque fois qu'il y a eu un mauvais combat à faire, il était là. La Yougoslavie, il était là. L'Irak, il était là. L'Irak, il était là. La Tchétchénie, qui était pour lui une obsession. Il avait une haine des Russes. Alors qu'il y a des articles de lui, comme de BHL d'ailleurs, sur les Serbes. Aussi, vous changez la nationalité des gens qui sont... Vous savez, des gens difformes, etc. Vous changez la nationalité et vous mettez autre chose que serbe, ça passe en incitation à la haine raciale. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Et en réalité, pour bien comprendre qu'était Glucksmann, je pense qu'il faut relire mon vieil ami Salvatore Schiffer, Daniel Salvatore Schiffer, critique de la déraison pure. Et en réalité, la nouvelle philosophie, c'est pas grand-chose, et au milieu de ce pas grand-chose, Glucksmann est un gâchis. Un gâchis d'autant plus que ce qui restera de lui, c'est Raphaël. Alors je peux pas m'empêcher de penser Raphaël, qui est une sorte d'intello VRP du gauchisme et de l'OTAN, comme son père d'ailleurs finalement, qui était conseiller de M. Saakashvili en Géorgie, et qui a suivi le même M. Saakashvili dans la colonie géorgienne qui est devenue la ville d'Odessa en Ukraine. Après, évidemment, avoir fait un documentaire sur l'armée française et génocidaire au Rwanda. Oh, bah tiens. Brave petite chose. Et lui, malheureusement, vu son âge et vu son bagou, parfois on devrait survivre que par ses œuvres. Comme je l'avais dit dans le communiqué, il y a des postérités dont on se passerait bien. Voilà. Alors, en livre, j'ai surtout celui qui m'a le plus plu de ce que j'ai lu récemment, c'est le dernier Finkielkraut. La seule exactitude qui est une reprise de ses articles, donc qui est moins conceptuelle que l'identité malheureuse. Alors, Finkielkraut est quelqu'un qui est excellent à l'oral, mais à l'écrit, il est encore bien meilleur. Premièrement, il écrit divinement bien, et surtout, il est vraiment dans son sillon. Parce que la seule exactitude, beaucoup de gens vont dire oh, encore un titre prétentieux chez Finky. Oui, enfin la seule exactitude, c'est pas de Finky, c'est de Peggy.
à la base. Et Finkielkraut est un péguiste. D'ailleurs, je rappelle que... Parce que ça fait aussi changer les perceptions. Il y a un homme que tout le monde adore aujourd'hui qui est Henri Guillemin. Or, c'est pendant longtemps on a voué au démon Peggy, c'est à cause de Guillemin. Parce que Guillemin a inventé des tas de saloperies. Guillemin a tendance à inventer des saloperies sur ses ennemis. Qu'il dise de très belles choses sur Robespierre ne change rien à ça. Sur Peggy, par exemple, il a fait vraiment un travail de salopard. Faut quand même l'avoir dans la tête. Et que c'est le mets contemporain, donc la lecture de Peggy par Finkielkraut, qui nous a permis, contre l'idéologie française de BHL, mais qui ne faisait que reprendre les arguments de Guillemin. Ce qu'on oublie. Sur Peggy. Et grâce, entre autres, à Finkielkraut, on a pu revenir les études péguistes. C'est quand même quelque chose de très important. Et à vrai dire, dans cet ouvrage, Finkielkraut brise les derniers tabous de sa génération sur la préférence nationale, sur... alors certes, sur la nation, sur toutes les formes que prend la nation, qui devient obsessionnel chez Finkielkraut. Après on me dira, oui, mais bon, quand même, il n'a pas toujours été avec nous. Premièrement, sur la notion de souveraineté, c'est pas tout à fait vrai. Je rappelle que la défaite de la pensée, qui est l'un des premiers actes contre la décadence de l'école, Finkielkraut y était en 89. Où étaient la plupart des intellectuels actuels du camp dit national en 89 ? C'est une question. Je rappelle que sur la question de souveraineté, ça n'a jamais été un Européen d'élite à cause de Kundera et à cause de sa connaissance de l'Europe de l'Est. Finkielkraut sait ce que c'est. Il est passionné de l'histoire de la littérature de l'Europe centrale et orientale. Donc il sait ce que c'est des nations à qui on a refusé la souveraineté. Ça n'a jamais été un eurocrate d'élite. Jamais. Donc d'un certain côté, après, on peut lui reprocher une obsession sur le conflit israélo-palestinien. Je dis que s'il faut lui en vouloir de ça, il faut en vouloir à ceux qui ont exactement l'obsession contraire. Et surtout, sur le seul fait qui intéresse, qui est la souveraineté française, c'est un intellectuel honnête. Dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écrit et dans ce qu'il fait. Car je rappelle que il y avait eu, je ne sais plus trop qui avait compté les invités à son émission sur France Culture, et qui les avait pointés idéologiquement. En 20 ans, ce sont les souverainistes qui ont envoyé le plus d'invités à l'émission de radio d'Alain Finkielkraut qui s'appelle... Oh mon Dieu... C'est du samedi ou du dimanche matin, je me rappelle plus, je crois que c'est du dimanche matin. Qui s'appelle... Qui vive, c'était sur Radio J, et sur... je crois que c'est Réplique. J'en suis pas sûr. Enfin, l'émission d'Alain Finkielkraut. Quelle émission de service public, radiophonique ou télévisuelle, c'est simple, l'homme qui a été le plus invité, c'est Pierre Manant. Or, Pierre Manant, sur la question européenne, c'est ce qu'il y a de plus dur dans la pensée française. Et je crois que dans le top 5, il y a Philippe Reynaud, qui même s'il est libéral, n'est pas un Européen d'élite, mais surtout Pierre Manant, Régis Debray, etc. Donc que des gens qui ont été ce que l'eurocratie appelle des europhobes. Quelle émission de service public a fait ça ? Quelle émission de service public a fait venir Bernard Lugan ? Vous vous en rappelez pas, hein ? Bah pourtant si. Et avec gourmandise d'ailleurs, parce que je crois qu'il l'a réinvité en plus. Et ça se voit qu'il y a une connivence entre les deux hommes. Je vous conseille de réécouter l'émission. Hein. Qui, à France Culture, a osé, d'ailleurs l'émission a failli s'arrêter en partie à cause de ça. Hein. Qui aurait osé inviter Bernard Lugan ? Rappelez-vous ce qui est arrivé à Ménard. Donc voilà, c'est un ouvrage à lire parce qu'il a une écriture très sensible. Et il faut le lire avec l'identité malheureuse. Donc, en rétrospective, les ouvrages, puisqu'on est à l'approche de Noël, les ouvrages de cette année. Le Juvin. Ah, évidemment. Le Juvin, si vous voulez faire un cadeau. Le Juvin, enfin,
on va passer thème à thème. En termes de politique internationale, le Juvin, ça c'est clair. En termes d'économie, il était une fois l'économie, c'est quelque chose de très bien. Vous pouvez également, en termes historiques, vous avez eu cette année, il n'y a pas grand-chose qui m'ait beaucoup marqué. Je sais qu'il y a un ouvrage sur l'histoire de la NSA là, qui va sortir. En philo-sciences humaines, d'un certain côté, même si je suis absolument pas d'accord avec lui, Situation de la France de maintenant. Vous avez également Le Guéguen, qui est quand même, lui, sur les questions de démocratie, qui est quand même un très grand livre. Le Poutine, qui reste, là, même si c'est sa deuxième année, un très grand livre. En termes d'économie, vous avez également les Palma, par exemple son dernier Autopsie d'un désastre économique. Et vous avez également en littérature, il n'y a pas grand chose qui m'est marqué, mais vous avez un ouvrage, ça je voulais en parler, qui est un petit ouvrage, on fera une partie de toute l'émission livre là-dessus, qui est en 3 parties, qui est fait par l'Alliance sociale, sur la contre-histoire des idées économiques, on en reparlera dès janvier, qui est un ouvrage en 3 parties sur l'histoire des théories économiques et monétaires, qui est vraiment un ouvrage très bon, qui est fait par l'Alliance sociale, donc c'est des gens qui passent souvent à Radio Courtoisie ou Libre Journal des Artisans. C'est vraiment quelque chose de très bien. Et ça fait un beau cadeau de Noël, parce que c'est un bouquin en 3 parties, donc ça coûte, c'est un prix raisonnable, ça coûte un peu d'argent quand même. Donc voilà la rubrique livre. Et pour terminer sur le fait d'initiative, alors 2 personnes à soutenir, j'y reviens, donc mes amis les décrocheurs qui ont eu leur premier procès, Marc Leroy, encore, j'y reviendrai jusqu'à la fin, mon ami Marc Leroy, donc la plume à gratter, et je vais annoncer quelque chose, et ceux qui ont patienté jusqu'à la fin de cette vidéo vont pouvoir avoir une nouvelle à se mettre sous la dent. À partir de début 2016, donc, le Cercle Politeia de Bordeaux ouvre le samedi prochain à la date de l'enregistrement de cet entretien. Donc ça ouvre le samedi, je ne me rappelle plus, c'est le samedi de la semaine du 30 novembre. Donc ça ouvre c'est simple, c'est le 5 décembre. Le Cercle Gutenberg va ouvrir dans la 2e semaine à Strasbourg. Et le Cercle Richelieu de Lyon sera présent donc au premier trimestre 2016. Ensuite, nouvelle, bientôt il y aura, dans des locaux prestigieux, un cours de formation politique. Là, tous ceux qui veulent y participer peuvent contacter le Bréviaire ou me contacter moi avec CV, parce que là, par contre, je n'ai que 30 places, pour apprendre l'histoire politique et les bases de la politique. Pour la première année, c'est gratuit, mais c'est 1 à 2 fois par mois, et ça va être du travail intensif dans l'optique gaullienne. Donc ceux qui veulent apprendre avec mes équipes, disons à travailler, que je me suis assez plaint du manque de travail, donc on va former des gens qui sauront travailler, ils peuvent venir vers moi, et bien sûr, je maintiens la porte pour les traducteurs, mais surtout les intellos, parce que là, niveau traducteur, ça va, maintenant on a beaucoup de ce qu'il faut. Voilà, et je remercie d'ailleurs le Bréviaire des Patriotes pour m'avoir permis de passer ces différentes annonces. Et je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos familles, les meilleures fêtes de fin d'année possibles. Joyeuses fêtes à tous. Et on se retrouve donc en janvier ou en février, je me retrouve même. Pour l'entretien de janvier, donc il sera donc début février. D'accord, et puis pour les adhérents, rendez-vous comme d'habitude pour la question bonus, qui sera cette fois consacrée aux zones de non-droit sur notre territoire. A bientôt et joyeuses fêtes à tous.